À l'époque, j'étais juste un informaticien lambda dans une SSI de taille moyenne en banlieue parisienne. Tu sais, le genre open space, café lyophilisé dégueu, néon qui grésille et la machine à boisson qui te rend jamais la monnaie correctement. Mes journées, c'était des mots de passe, des tickets Jira, et expliquer pour la 20e fois à quelqu'un pourquoi son imprimante ne marche plus dès qu'il la débranche. Je faisais profil bas, je bossais bien, je menais une vie tranquille et prévisible. Et franchement, ça me convenait. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette routine. J'étais pas du genre à frimer. J'étais le mec qu'on appelait quand ça plantait et j'aimais être utile. Et puis un lundi matin, elle est arrivée. Je m'en souviens comme si c'était ce matin. Elle est entrée avec un pull moutarde, un jean et des baskets un peu râpées, genre pas du tout là pour impressionner. Mais dès qu'elle a passé la porte, on a tous senti que l'air avait changé. Elle ne flottait pas, elle ne scintillait pas comme dans les films, mais elle regardait autour d'elle comme si le monde entier était un terrain de jeu géant. Ses yeux avaient cette lueur curieuse, comme si elle voulait comprendre chaque chose de l'intérieur. Quelques mecs ont essayé de l'impressionner avec des blagues nulles ou du jargon technique, elle a juste souri poliment et s'est replongée dans ses papiers d'onboarding. Au début, je n'ai pas beaucoup parlé. J'étais en train de réparer un scanner bloqué près de son bureau, je l'ai entendu demander ce qu'était un VLAN. La pauvre, premier jour est déjà bombardée d'acronymes. Je me suis retourné, je l'ai aidée, je lui ai expliqué les bases gentiment. Elle m'a remercié et m'a demandé si j'avais le temps de prendre un café plus tard, pour me vider la tête, qu'elle a dit. On a fini dans la salle de pause cet après-midi-là, à boire du café infect dans des gobelets en plastique, à parler de protocole réseau et de bande-son de films comme si on se connaissait depuis 10 ans. C'est comme ça que ça a commencé. Tout simple. Tout naturel. Les semaines suivantes, on a commencé à déjeuner ensemble. D'abord un sandwich au bureau, puis des balades jusqu'au kebab du coin, puis des ramen les jours de pluie ou des tacos du food truck le vendredi. On parlait de tout. Musique, livres, bonbons d'enfance, la recherche Google la plus honteuse de notre vie. Elle avait ce rire vif, franc, sincère. Le genre de rire qui te rend fier juste parce que tu l'as provoqué. Et moi aussi je riais vraiment, pas juste un petit sourire poli. Ça faisait du bien. Vraiment du bien. Je me suis mis à rester tard pour l'aider sur ses projets, même si c'était juste pour débugger un truc tout con ou relire une pré. Elle me remerciait avec un grand sourire et un cookie de la boulangerie près de chez elle. Elle avait toujours des trucs à grignoter dans son sac. Elle disait que c'était une habitude de fac, on sait jamais quand on va pouvoir manger. À un moment, ça n'a plus été seulement du code ou du boulot. On était les deux derniers dans les locaux, vautrés dans nos chaises de bureau, à se raconter nos vies sous les néons. Ces soirées calmes juste nous, la lumière des écrans et le ronron des machines avaient quelque chose de magique. Comme si le monde extérieur s'était arrêté. Je commençais à aimer les lundis matins. Je repassais ma chemise la veille, même si elle ne remarquait jamais, mais j'espérais quand même. Je me surprenais à vérifier mes dents dans le miroir avant les réunions. C'était pas moi, ça. Mais elle s'était glissée sous ma peau, de la meilleure des façons. Ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça. Peut-être même jamais. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invitée à un vrai rendez-vous. Juste un dîner, rien de fou, un barbecue avec des frites et du rosé dans ce petit resto avec des tables en bois et des guirlandes lumineuses. Elle a dit oui direct. Ce soir-là, on est resté sous les lumières jusqu'à la fermeture, à parler de tout et de rien avec les côtes dans les mains. Je l'ai raccompagnée à sa Clio, et quand elle s'est retournée avec son sourire, j'ai oublié le froid et le fait que je devais me lever tôt pour un patch serveur. Ça a évolué doucement, et j'aimais ça comme ça. Pas de jeu, pas de précipitation. On construisait quelque chose avec des petits moments en course au Franprix, soirée ciné, dimanche aux puces de Vanves. Elle m'a parlé de son rêve de finir ses études et de passer dans le développement un jour. Elle se sentait en retard par rapport aux autres. Je lui ai dit que je croyais en elle. Et je le pensais vraiment. Alors quand elle a commencé à regarder les formations en ligne et les cours du soir, j'ai proposé de l'aider financièrement. Ça ne ressemblait pas à un sacrifice. Plutôt à un investissement en elle, en nous. Je gagnais bien ma vie, j'avais peu de dépenses, et si aider ses rêves voulait dire plus de nouilles chinoises et moins de Deliveroo, j'étais partant à fond. Je savais qu'on construisait quelque chose, petit bout par petit bout. On s'est mariés un matin d'avril pluvieux. Juste nous, quelques amis proches, deux alliances en or un peu dépareillées qu'on avait trouvées chez un brocanteur.
Pas de chichi, pas de grands discours, juste des vœux qu'on avait écrits nous-mêmes et un gros plat de chili chez nous. Elle a pleuré en disant « oui », et je n'oublierai jamais comment sa voix s'est cassée quand elle a promis de rester avec moi quoi qu'il arrive. On a dansé pieds nus dans le salon sur du Johnny Hallyday, l'eau dégoulinait de nos vestes sur le parquet, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti complet. Voilà comment tout a commencé. Simple. Sincère. Plein d'espoir. J'ignorais ce qui nous attendait plus tard. Mais à ce moment-là, je ne voyais qu'elle. Le jour où elle a traversé l'estrade avec son diplôme en poche, j'ai applaudi tellement fort que j'en ai eu mal aux mains. Elle portait la toque trop en arrière, comme si ça lui était égal qu'elle tombe, et son sourire était tellement grand qu'il aurait pu lui couper la tête en deux. Je n'oublierai jamais quand elle m'a repéré dans la foule et a levé les 2 bras en l'air comme si elle venait de gagner la Coupe du Monde. En vrai, c'était presque ça. Ce diplôme représentait tout pour elle. Pour nous deux, d'ailleurs. Elle avait bossé dur, mais j'avais été là tout du long à encourager, à payer les factures quand ses heures à la librairie avaient été réduites, à faire en sorte qu'il y ait toujours un plat chaud, même si c'était juste du chili en boîte et du pain de mie. C'était notre victoire. 1 mois plus tard, elle a décroché un poste de développeuse junior dans la même boîte que moi. Il y avait une ouverture dans l'équipe soft, j'ai glissé un mot pas en tant que mari, juste en tant que quelqu'un qui savait de quoi elle était capable. Elle a cartonné l'entretien toute seule. Elle s'est pointée avec la petite veste marine qu'on avait achetée en solde et elle avait l'air d'avoir 10 ans d'expérience. Ils l'ont rappelée le lendemain, et le soir on a débouché une bouteille de limonade artisanale comme si c'était du champagne millésimé. À partir de là, la vie avait son rythme. Tous les matins, on préparait nos lunchbox, souvent les restes de la veille dans des boîtes Tupperware dépareillées et on partait ensemble. On se tenait parfois la main au feu rouge, on buvait du café dans nos mugs isothermes en écoutant du Goldman ou France Inter quand elle chopait l'autoradio en premier. Le vendredi, on s'offrait des croissants au beurre. Le bureau n'avait rien d'extraordinaire, des rangées de cubes et l'imprimante qui déconnait toujours, mais c'était différent avec elle là. On se croisait dans les couloirs, on échangeait ce regard complice, comme si on partageait un secret que personne d'autre ne connaissait. À midi, on se retrouvait en salle de pause ou sur l'espace vers derrière, quand il faisait beau. Elle aimait s'asseoir dans l'herbe même si ça tachait son pantalon. Elle disait que ça la raccrochait à la terre. On parlait de nos matins, on se racontait les conneries des collègues, on imaginait des side projects qu'on ne ferait jamais. C'était une belle période. Elle a pris le boulot très vite. Très vite. Elle absorbait tous les nouveaux outils, les vieux codes, le fonctionnement des réunions, même la politique interne. Elle restait tard certains soirs, pas parce qu'on l'y obligeait, mais parce qu'elle voulait montrer qu'elle méritait sa place. J'admirais ce feu en elle, même si ça voulait dire que je dînais un peu plus tard. Elle n'était pas du genre à se reposer sur ses acquis. Elle regardait toujours plus loin, préparait la suite, rêvait plus grand que la pièce où elle était. Je me souviens d'une fois, je l'ai trouvée à son bureau après 20 heures, les locaux presque éteints, en train de taper sur son PC avec des post-it partout comme des feuilles mortes. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu « J'essaie juste d'optimiser un process. Il y a un truc qui cloche dans le cycle de release. » C'est comme ça qu'elle fonctionnait. Toujours à chercher, toujours à améliorer. Elle n'attendait pas qu'on lui dise quoi faire, elle voyait les problèmes et les réglait comme une mission personnelle. La direction l'a remarqué aussi. 1 an après son arrivée, ils l'ont promue. Rien d'énorme, mais un vrai palier, plus de responsabilités, une augmentation, et sa petite équipe à gérer. Elle me l'a annoncé un samedi matin devant des pancakes, en se retenant à peine. J'ai failli lâcher ma fourchette. J'étais fier d'elle. Vraiment fier. Elle l'avait mérité, chaque seconde. On a fêté ça simplement. J'ai sorti la bouteille de crément qu'on gardait depuis le mariage, et on s'est installé dehors sur la vieille balançoire que j'avais fabriquée quand on avait emménagé. C'était pas grand-chose aux 2 cordes, des pitons solides et 2 planches bien poncées. Ça grinçait, mais ça tenait. Cette balançoire avait vu des orages, des écureuils, des longues discussions et des matins silencieux avec le café. Mais ce soir-là, elle portait 2 personnes qui croyaient l'une en l'autre. On a bu ce crément tiède et un peu plat sous un ciel plein d'étoiles, et elle s'est appuyée contre moi, pieds nus, heureuse. On forme une bonne équipe, elle a dit, la tête sur mon épaule. La meilleure où j'ai jamais joué, j'ai répondu. C'est devenu notre petite phrase après ça. Quand le boulot devenait fou, quand les factures s'empilaient ou quand on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un film, on est une équipe,
on disait. C'était le rappel qu'on était ensemble, quoi qu'il arrive. Et pendant un moment, ça a suffi. Le boulot, les trajets ensemble, les pauses déj, les soirées tardives, tout ça ressemblait au début de quelque chose de solide. De vrai. En y repensant aujourd'hui, c'était parmi les plus beaux jours de ma vie. Avant que tout parte en vrille. Avant que l'ambition commence à étirer jusqu'à la rupture ce qu'on avait construit. Mais à l'époque, je ne m'inquiétais pas. Je voyais juste la femme que j'aimais grimper vite, et j'étais fier d'être l'homme à ses côtés. On était une équipe. Du moins, c'est ce que je croyais. 3 ans sont passés plus vite qu'un clignement d'œil. Un jour on était juste 2 collègues mariés qui prenaient des cafés et rigolaient en salle de pause. Le lendemain, elle grimpait l'échelle comme si elle avait été taillée pour elle. Je regardais ça aux premières loges. Les promotions s'enchaînaient. D'abord lead dev, ensuite chef de projet, puis, presque d'un coup, directrice de département. Et comme ça d'un seul coup je me retrouvais à rendre des comptes à ma femme. Je me souviens du jour où l'annonce est sortie. Un mail général bien formel, son nom en gras bleu avec la liste de ses réussites comme un palmarès. J'ai lu 2 fois, lentement, le café à la main, juste pour encaisser. Dans les couloirs, tout le monde félicitait, tapait dans le dos. Certains me jetaient des regards, genre, c'est gênant ou c'est impressionnant. Moi? J'étais fier. Complètement fier. Elle est venue à mon bureau avec un sourire jusqu'aux oreilles. Alors, je te dépasse maintenant, hein, elle a dit en me donnant un petit coup d'épaule. J'ai rigolé et je l'ai prise dans mes bras au milieu de l'open space. Me vire pas un lundi, hein, j'ai répondu. C'est devenu notre blague interne. Chaque fois que je faisais une petite boulette, un ticket mal nommé, un document oublié où elle me regardait d'un air faussement sévère et disait, ça sent le licenciement. Et on explosait de rire tous les deux. C'était léger, inoffensif. Je le prenais bien. J'étais juste content de la voir réussir. Elle le méritait. La vérité, c'est que j'ai toujours aimé la voir gagner. Même quand on sortait ensemble, j'admirais comment son cerveau marchait, la façon dont elle s'attaquait à un problème comme à un puzzle à terminer avant d'aller dormir. Elle ne faisait jamais les choses à moitié. Et maintenant, la voir diriger une équipe, recevoir les reconnaissances qu'elle avait gagnées à la sueur de son front, ça me semblait juste. Comme si le monde voyait enfin ce que je voyais depuis le début. Au quotidien, pas grand-chose n'a changé pendant un moment. On arrivait encore souvent ensemble le matin, même si son agenda s'est resserré. Plus de réunions tôt, plus d'appels dans la voiture. Ça me dérangeait pas. Je baissais juste un peu la vitre et j'écoutais le vent pendant qu'elle parlait de livrables et de deadline. Au boulot, elle restait très pro. Pas de favoritisme. Au contraire, elle était même plus stricte avec moi. Je trouvais ça bien. Je savais qu'elle ne voulait pas qu'on pense que j'avais la vie facile parce que j'étais son mari. Je respectais ça. Elle donnait le ton en réunion, je suivais. Ça me convenait. À la maison, ça restait à peu près pareil, du moins au début. On dînait encore la plupart du temps des trucs rapides, wok, croque-monsieur, ce qu'on avait la force de faire. On s'installait à la petite table près de la fenêtre et on se racontait nos journées. On regardait encore nos séries nulles qu'on connaissait par cœur mais qui nous faisaient toujours rire. Elle posait ses pieds sur le canapé et se collait contre moi comme avant. Et moi? Je me disais qu'on était solide. Inébranlable. Il y avait du réconfort dans notre routine, même si elle était un peu plus rapide qu'avant. Son téléphone sonnait plus souvent. Elle avait beaucoup à gérer, c'est clair. Diriger des gens, c'est pas simple, et je le voyais bien quand elle récupérait les problèmes des autres. Maintenant c'étaient les siens. Je ne me plaignais pas. J'essayais de la soutenir au mieux, m'occuper de la maison, m'assurer qu'elle avait des tasses propres et du linge repassé. Elle aimait les chemises bien nettes, alors j'ai appris à mieux repasser. Je ne lui en voulais pas de réussir, pas une seconde. Je sais que certains l'auraient fait, mais c'est pas dans ma nature. Je voulais qu'elle s'épanouisse. Elle avait tellement bossé pour y arriver. Et oui, parfois les collègues me charriaient un peu. Ça doit être cool de rendre des comptes à ta femme, fais gaffe à tes rapports sinon elle te met au coin. Mais je rigolais. Je laissais couler. Je me disais que les gens plaisantaient parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Ce que ça représentait. Pour moi, ça voulait dire rentrer tous les soirs avec la personne la plus intelligente que je connaissais.
Ça voulait dire pouvoir regarder en face de moi quelqu'un qui avait couru après ses objectifs et les avait attrapés. Ça me rendait chanceux. J'avais pas besoin d'être le patron. J'étais juste content d'être dans son équipe. Je me le répétais tout le temps. On est une équipe. Peu importe qui signe les chèques ou qui dirige les réunions. À la fin de la journée, on partage le même toit, les mêmes rêves, le même amour. C'était ça l'important. Alors quand ça a commencé à devenir un peu plus silencieux entre nous, je n'y ai pas prêté attention. Quand elle rentrait plus tard ou sautait le déjeuner, je me disais que c'était juste le boulot. Que ça allait se calmer quand la tempête passerait. Tout le monde a des périodes chargées. C'est la vie. J'y croyais. J'y croyais en nous. J'y croyais en elle. Et je pensais que ça suffirait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me demander si ça suffisait vraiment. Mais à ce moment-là, je tenais encore fort, en me répétant ce que j'avais toujours cru. On était solide. On était une équipe. Et rien ne pouvait nous ébranler. Je me souviens encore du jour où elle a eu la grosse promo. Directrice du développement. C'était énorme communiqué de presse, déjeuner traiteur, poignée de main des costards qu'on voit seulement aux licenciements ou aux primes annuelles. Elle bossait dur pour ça, c'est sûr. Tard le soir, réunion à la chaîne, moitié des projets de la boîte sur les épaules. Alors quand c'est arrivé, j'étais fier. Vraiment fier. Je suis resté un peu en retrait dans la salle de pause pendant que tout le monde applaudissait et qu'elle faisait son petit discours de remerciement. Son sourire ne m'atteignait plus comme avant, mais je me suis dit qu'elle était juste débordée. Qui ne le serait pas? Le nouveau bureau était au 10e étage, grande baie vitrée, bureau design, stylo plume dans leur boîte en velours. Elle se moquait de ces bureaux-là avant, ils font quoi là-haut, regardez par la fenêtre et déléguée. Maintenant elle en faisait partie. Elle a monté ses affaires en une après-midi. Quand je suis passé la féliciter, elle avait déjà sa plaque nominative sur la porte et une plante verte toute neuve. Il y avait un assistant qui tournait autour d'elle, Quentin ou peut-être Kevin. Un jeune mec aux cheveux parfaits et au sourire un peu trop sûr de lui. Elle m'a présenté comme un prestataire de passage. C'est mon mari, elle a dit avec un sourire poli, déjà en train de revenir vers son écran. Le gars m'a serré la main, un peu trop longtemps, et m'a fait ce regard de haut en bas, genre, comment un mec comme toi a fini avec une fille comme elle? Je suis pas resté longtemps. Après ça, les choses ont commencé à bouger. D'abord doucement. Elle s'habillait différemment, plus chic, plus griffée. Des coupes nettes, des couleurs franches, des bijoux que je ne connaissais pas. Elle trimballait un sac qui devait valoir 3 mois de notre loyer. Son parfum aussi avait changé. Fini le vanillé léger qu'elle portait toujours. Maintenant c'était un truc floral, cher, qui restait dans la voiture longtemps après qu'elle était sortie, comme une déclaration. Elle était de plus en plus occupée. Conférences dans d'autres villes, séminaires dans le Bordelais, off-site créatif, qui bouffaient tout le week-end. Son téléphone était devenu une extension de son bras. Même à la maison, il restait collé à sa main. Elle scrollait ses mails en mangeant du bout des doigts. J'essayais de parler ou lui demander sa journée, lui raconter une connerie du boulot, mais c'était comme crier au fond d'un puits. Elle hochait la tête, faisait « mais ses yeux étaient ailleurs, sur quelque chose que je ne voyais pas. Le pire, c'est comment elle s'est comportée avec moi au boulot. Avant, on se lançait des petits regards, des blagues en réunion. Maintenant? Froid. Précis. Chaque mot que je disais devait être vérifié 2 fois. Si je rendais un rapport, elle le rendait criblé de rouge avec un « merci de corriger ». Pas de merci, pas de sourire. J'essayais de faire avec. Je me disais qu'elle était sous pression, qu'elle voulait montrer l'exemple. Mais s'amusait. Son assistant Quentin, je crois que c'était Quentin, a commencé à me chercher aussi. D'abord subtilement. Petite pique en réunion. On va essayer de simplifier pour toi, t'inquiète, je t'expliquerai encore après. Il souriait en disant ça, comme si c'était pour rire. Mais je reconnaissais le ton. Le regard. Ce petit sourire en coin quand personne ne regardait. Il marquait son territoire. Il se comportait comme s'il était dans sa poche, même dans les pièces que je partageais avec elle avant. Un jour je suis passé déposer un dossier devant son bureau. La porte était ouverte. Elle et Quentin étaient tout près l'un de l'autre, en train de rire devant l'écran. J'ai frappé. Elle s'est retournée,
son visage s'est fermé en une demi-seconde. Pose-le sur la chaise, elle a dit. Pas méchante, mais distante. J'ai posé le dossier et je suis parti, les oreilles en feu. C'était comme si les murs se resserraient. Pas d'un coup, lentement, jour après jour. Au boulot, j'avais l'impression d'être un fantôme dans un immeuble que je connaissais par cœur. À la maison, c'était à peine mieux. Elle rentrait tard, talons claquants sur le carrelage, manteau encore sur les épaules, en train de répondre à des SMS dès le seuil. Je demandais si elle voulait que je réchauffe une assiette, elle répondait « J'ai déjà mangé ». Sans explication. Juste le fait. Sec. Froid. Je me disais que c'était passager. Qu'elle était peut-être dépassée. Que le nouveau poste la tirait trop fort. J'essayais d'être patient, de soutenir. Je faisais le ménage, je gardais le dîner au chaud, je repassais même ses chemisiers pour lui faciliter les matins. Mais quoi que je fasse, j'avais l'impression de m'éloigner d'elle petit à petit. Le rire avait disparu. Les gestes tendres, les moments tranquilles sur le canapé où tout s'était asséché comme une mare en août. À la place, des échanges polis, des sourires forcés, et des silences qui remplissaient la pièce comme du brouillard. Et cet assistant? Il revenait tout le temps dans ses histoires, dans les mails qu'elle forwardait à l'équipe, dans les appels professionnels qui duraient un peu trop tard. Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas le croire. Mais je le sentais, comme un courant d'air froid qui passe sous la porte et rend toute la maison glaciale. Quelque chose avait changé. Et je ne savais pas comment changer avec. Ça faisait 4 longs mois de conversations en pointillés, de nuits tardives et de cette sensation pesante dans la poitrine qui me disait que ça partait en sucette. J'avais essayé d'ignorer, de me convaincre qu'elle était juste sous pression, juste écrasée par les responsabilités du nouveau poste. Mais au fond, là où on garde les vérités qu'on refuse de prononcer, je savais. Je le sentais, comme une écharde sous la peau aux petites mais qui fait mal à chaque mouvement. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. Matin gris, toast à moitié mangé, café dans le mug isotherme. On est parti au boulot ensemble, mais on s'est à peine parlé. Elle répondait à ses mails sur son téléphone, hochait la tête sans m'adresser un mot. Je me suis dit que je lui parlerais plus tard. Peut-être ce soir au dîner. Peut-être qu'un week-end loin nous ferait du bien. C'est ce que je me répétais. Vers 10h30, j'ai reçu le message. Son assistant Quentin est arrivé avec son sourire satisfait cousu sur le visage. Il m'a tendu un post-it plié, sans me regarder. Elle veut te voir dans son bureau, il a dit, puis il est reparti sans attendre de réponse. Je suis resté là une seconde, le papier dans la main comme s'il allait exploser. Mon ventre s'est glacé sans que je sache pourquoi. J'ai monté au 10e, passé les bureaux vitrés et les tableaux modernes qui ne faisaient plus partie de mon monde. Sa porte était ouverte. Elle était assise derrière son grand bureau, comme si elle était née dedans. Elle a levé les yeux et m'a offert un sourire poli, « Travailler. Ferme la porte s'il te plaît. » Je l'ai fait. Ce qui a suivi n'a pas duré longtemps. Pas de préliminaire. Pas de chaleur. J'ai regardé tes performances sur le dernier trimestre, elle a dit, les mains croisées sur le bureau. Et, je pense qu'il est temps qu'on parle d'une transition. J'ai cligné des yeux. Une transition ? Elle m'a regardé droit dans les yeux, voix calme. Tu n'es plus tout à fait adapté au département. Ni à l'entreprise, en fait. Comme ça. Sans préambule. Sans avertissement. La femme avec qui j'avais partagé une maison, une vie, 1000 souvenirs me virait comme un mauvais stagiaire qui aurait renversé du café sur ses slides. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle a continué. Un truc sur la réorganisation, les évaluations, le professionnalisme. Je n'entendais plus grand-chose. Mes oreilles bourdonnaient. Je la regardais, je cherchais la personne que j'avais connue, mais je ne voyais qu'une femme qui me regardait comme un poste budgétaire à supprimer. Je suis sorti de son bureau dans le brouillard. Je suis passé devant Quentin qui m'a fait un demi-sourire, comme s'il savourait une blague privée. C'est là que ça m'a frappé au pas d'un coup, mais doucement, comme quand on voit un feu prendre dans un coin du salon. Ce n'était pas une question de performance. Ce n'était pas le boulot. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose de pourri. Ce soir-là, je suis resté à table devant mon assiette intacte. Elle est rentrée tard, au téléphone,
riant à une blague dont je ne faisais pas partie. Elle m'a fait un signe de tête, a raccroché, et est passée sans un mot. Cette nuit-là, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas confronté. J'ai regardé. J'ai écouté. Et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée et j'ai traversé Paris pour voir un détective privé. Un type discret, regard perçant, carnet en main. Je lui ai dit ce que je soupçonnais et je lui ai demandé s'il pouvait vérifier. Il n'a pas posé de questions. Il a hoché la tête et m'a dit qu'il commençait. Et il a creusé. Ça n'a pas pris longtemps. 2 semaines plus tard, il m'a tendu une pochette. Épaisse. Lourde. Reçu de Formule 1. Photo. Elle et Quentin. Main dans la main devant un Starbucks. Entrée dans des hôtels bas de gamme sans aucun séminaire à l'horizon. Trop proche dans le parking, son sourire doux et intime comme je ne l'avais plus vu depuis des mois. Une photo m'a coupé le souffle. Elle appuyait contre lui, front contre son torse, en plein jour, pendant que les voitures passaient comme un mardi normal. C'était ma femme. Ma coéquipière. Ma partenaire. Et elle avait l'air plus heureuse avec lui qu'avec moi depuis longtemps. Pire que les photos? Ce que j'ai appris après. Tout le monde au bureau savait. Les regards, les murmures, les petites blagues que je n'avais pas captées ce n'était pas innocent. C'était conscient. J'étais le dernier au courant. Le mari qui arrivait encore avec 2 cafés, qui souriait en réunion et demandait les plans du week-end. Ils avaient tous vu le naufrage arriver lentement. Et personne n'avait dit un mot. Je suis resté seul ce soir-là dans le salon, pochette ouverte sur les genoux, la télé qui clignotait dans le fond. Elle était dans la chambre, porte fermée. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté là, à essayer de comprendre comment on était passé des tacos tardifs et du crément sur la balançoire à ça. Quelque chose s'était cassé. Et cette fois, je ne savais pas comment réparer. Après avoir vu la dernière photo du détective, celle où elle l'embrassait près de sa voiture comme si le monde leur appartenait, j'ai senti quelque chose en moi devenir silencieux. Pas brisé. Juste calme. Immobile. Méthodique. Je savais que c'était fini. Irréparable. Aucune excuse ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. J'avais tout donné, et tout ce que j'avais gagné, c'était l'humiliation de la part de la femme avec qui j'avais construit une vie. Alors j'ai fait ce que n'importe quel homme avec un minimum de dignité et la tête froide aurait fait, j'ai préparé la fin à ma manière. Première étape, un avocat. Bureau discret, lumière tamisée, horloge qui tic-tac lentement. Je me suis assis en face d'un type en costume gris qui ne clignait presque pas des yeux et je lui ai tout raconté enfin, tout ce qui comptait juridiquement. Je lui ai montré la pochette du détective, il n'a même pas tiqué. Il avait dû voir pire. Il a hoché la tête, noté 2-3 trucs et m'a dit, on va s'arranger pour que vous partiez les mains propres. Ça me suffisait. Ensuite, j'ai commencé à faire des mouvements discrets. Rien de spectaculaire. Juste le genre de choses qu'on ne remarque pas si on ne fait pas attention. J'ai ouvert un compte séparé et j'ai doucement vidé le compte joint. Pas tout d'un coup, juste un peu par-ci par-là, pour que ça ressemble à des dépenses normales. J'ai transféré ma retraite dans un fonds indépendant. J'ai résilié les cartes communes. J'ai fait des copies de l'emprunt immobilier, des factures d'électricité, des assurances, tout ce qu'on partageait une par une, j'ai enlevé son nom là où je pouvais et préparé le reste. J'ai même pris un petit appart dans le 19e sous un autre nom. Loué meublé. Juste un T1 avec des murs blancs et vue sur un parking, mais c'était calme, et c'était à moi. J'y ai mis le minimum, un clic-clac, une cafetière, un sac d'outils et les vêtements dont j'aurais besoin quand le moment viendrait. À la maison, je continuais à jouer le rôle. Je souriais quand elle rentrait tard. Je faisais à manger même si je savais qu'elle avait déjà dîné. Elle parlait boulot comme si de rien n'était, comme si on vivait dans la même maison mais sur des planètes différentes. Je hochais la tête, je riais quand il fallait, et je comptais les jours. Puis son anniversaire est arrivé. Je savais que le bureau lui organisait une petite fête. Il le faisait chaque année. Ballon, gâteau industriel, assiette en carton. Quentin serait là, bien sûr, probablement celui qui avait tout organisé. Je l'imaginais accrocher les banderoles comme s'il avait fait un exploit. Toute l'équipe serait là, ses collaborateurs, son boss, ceux qui murmuraient dans mon dos pendant que je continuais à venir comme un idiot. C'était la scène parfaite.
Ce matin-là, j'ai mis une chemise propre, je l'ai rentrée dans le pantalon, j'ai coiffé mes cheveux. J'ai glissé l'enveloppe Kraft dans un petit sac cadeau avec du papier doré, le même que celui du placard depuis Noël dernier. Ça ressemblait à un présent. C'était l'idée. J'ai roulé jusqu'au bureau, je me suis garé en face. J'ai attendu que la fête soit bien lancée. Je les voyais par les fenêtres du 10e, ils riaient, applaudissaient, levaient leurs gobelets de jus d'orange pétillant. Je suis entré comme si j'avais ma place, j'ai salué le gardien comme si j'avais oublié mon PC ou que je venais déposer un truc qu'elle avait laissé à la maison. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste busé. L'ascenseur a été silencieux. Les 30 secondes les plus longues de ma vie. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était plein de rire. J'ai suivi le bruit jusqu'à la salle de réunion où ils avaient accroché « Joyeux anniversaire » en lettres tordues et où quelqu'un galérait avec une enceinte Bluetooth qui crachotait. Et là, au milieu, elle était. Dans une robe que je n'avais jamais vue. Rayonnante. Rieuse. Quentin derrière elle, la main sur le dossier de sa chaise comme s'il possédait l'endroit. Je suis entré. La pièce s'est tue une seconde, juste assez pour qu'on sente le poids. J'ai tendu le sac vers elle. J'ai oublié de te le donner ce matin, j'ai dit. Elle a souri, a porté la main à la poitrine comme si elle était émue. Oh chérie, elle a dit assez fort pour que tout le monde entende. T'aurais pas dû. Elle a plongé la main dans le sac, sorti l'enveloppe. L'a ouverte. Son visage a changé d'un coup. Elle n'a rien dit tout de suite, mais sa main s'est figée. Puis elle a feuilleté les pages de la convention de divorce, les preuves jointes. Photo. Reçu. Horodatage. Tout le dossier. Son sourire s'est éteint comme on coupe une lumière. Quentin a regardé par-dessus son épaule et est devenu livide. Je me suis tourné vers son boss, près du gâteau. J'ai pensé que c'était mieux qu'elle reçoive ça entourée d'amis, j'ai dit, la voix calme. Bonne fête à tous. Je suis sorti avant qu'elle puisse ouvrir la bouche. Sans me retourner. Dans l'ascenseur qui descendait, j'ai respiré à nouveau pour la première fois depuis des mois. Comme si j'arrêtais enfin de me noyer dans une maison qui n'était plus la mienne. Ce soir-là, je n'ai pas répondu au téléphone. Ni le lendemain. C'était mon tour maintenant. Et j'avais déjà quitté les lieux. Quand elle est rentrée ce soir-là, la maison était silencieuse. Pas de dîner sur la plaque. Pas une lumière allumée. Juste le vide. J'étais parti. Pas un sac oublié, pas une veste au porte-manteau. Pas de mots sur le plan de travail, pas de SMS sur son téléphone. Pas d'adieux théâtraux, pas de dispute finale. Juste l'absence lourde, évidente. Ce genre de silence pèse des tonnes. Je voulais qu'elle le ressente. J'avais tout préparé pendant des mois comme un gars qui pose des bâtons de dynamite, un par un, mèche par mèche. Et quand l'heure est venue, je suis sorti avant l'explosion. Sans prévenir. Juste l'écho. Je ne lui ai pas dit où j'étais. Je ne lui ai pas donné l'adresse de l'appart dans le 19e ni le numéro du téléphone jetable que je gardais dans la boîte à gants pour les urgences. Elle n'avait aucune idée de l'avance que j'avais prise. C'était le but. Les jours suivants, j'ai ignoré les appels. D'abord des SMS. Puis des messages vocaux. Court au début, perdu. Puis long. Paniqué. Je ne les écoutais pas. Pas besoin. Je devinais chaque mot. À la fin de la semaine, elle a arrêté d'appeler. 3 semaines plus tard, un pote qui bossait encore là-bas m'a raconté en douce. On lui avait demandé de démissionner. Pas de scandale, pas d'escorte de sécurité, pas de chuchotement dans les couloirs. Juste une réunion froide à huis clos et nous allons prendre une autre direction, bien polie. Apparemment, le comité de direction n'avait pas aimé l'image. Une directrice qui fricote avec un de ses subordonnés surtout quand ça finit en catastrophe conjugale très publique? Ça ne collait pas avec leur communication. Je suppose que le coup du sac cadeau avait été la goutte de trop. Dans ces boîtes, les nouvelles circulent vite. Toujours. Son assistant Quentin a été muté temporairement, puis poussé dehors. D'après ce qu'on m'a dit, il est parti 1 mois plus tard, de son propre chef, ce qui veut probablement dire qu'on l'a gentiment accompagné jusqu'à la sortie. Pas de pot de départ pour lui. De mon côté, je suis resté discret. J'ai commencé à bosser dans mon nouvel appart.
J'ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Je ne souriais pas de tout ça. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Faire le ménage sans tambour ni trompette. Puis, 6 mois plus tard, le jugement est arrivé. Une journée grise, fraîche pour la saison, avec des arbres nus penchés par le vent. Je suis arrivé en avance, je me suis assis sur le banc devant la salle d'audience avec ma pochette sur les genoux. Dedans il y avait tout au relevé bancaire, documents prouvant où était parti l'argent, rapport final du détective, horodatage, photos. Tout ce dont le juge avait besoin. Elle est arrivée 5 minutes avant le début, habillée comme pour un entretien d'embauche. À côté d'elle, Quentin. Costume raide qui n'allait pas tout à fait, et une tête de mec qui préférait être n'importe où ailleurs. Ils se sont assis en face de moi, et je sentais qu'elle essayait d'accrocher mon regard. Je ne lui ai rien donné. J'ai gardé les yeux au sol, calme et silencieux. Au tribunal, tout est sorti. Mon avocat a présenté les pièces dans l'ordre. Propre. Sans émotion. Des faits, des chiffres, des dates qui racontaient l'histoire mieux que moi. Elle n'a pas beaucoup contesté. Son avocat a posé quelques questions, a essayé de la faire passer pour une femme débordée, sous tension émotionnelle, incomprise. Ça n'a pas tenu. Quand le juge a fini, on savait où le couperet allait tomber. Elle est sortie avec rien. Pas de pension. Pas de part sur mes économies. Pas la maison. Pas un centime. La voiture était à mon nom. La maison avait été rachetée des mois avant. Les comptes avaient été vidés légalement, documentés, préparés. En sortant, elle m'a enfin regardé. Pas avec colère ni défi mais avec un air abasourdi, vide. Comme quelqu'un qui se réveille au milieu d'une tempête qui est déjà passée. Le jeu qu'elle pensait jouer? J'avais changé les règles avant qu'elle pose sa première pièce. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Expliquer peut-être. Supplier peut-être. Juste remplir le silence. Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches, le vent dans mon manteau, le ciel plat et pâle au-dessus de moi. Le passé était derrière, agrafé, tamponné, signé par un juge. Pas besoin de regarder en arrière. Elle pensait m'avoir eu. Pensait que j'allais m'effondrer, craquer, supplier. Mais non. Parce que j'avais vu venir. Parce que j'avais fait la paix avec la perte avant même qu'elle sache qu'il y en avait une. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement qui j'étais. Un homme qui avait refusé de rester brisé. La première année après que la poussière soit retombée, je n'ai pas fait grand-chose d'autre que respirer. Pas d'agenda. Juste le boulot, le sommeil, et essayer de comprendre qui j'étais sans elle. Et puis, à un moment, une idée a commencé à germer. J'ai toujours eu un bon feeling pour les systèmes. Pas seulement les ordinateurs ou les gens aussi. Les flux, la confiance, les structures. Je savais comment fonctionnaient les bonnes équipes et où le verre apparaissait quand ça commençait à pourrir. Alors j'ai pris ce que je connaissais et j'ai commencé à griffonner un business plan. Rien de sophistiqué au début. Juste quelques notes, des Google Docs la nuit, et un carnet que je remplissais sur le balcon avec un café de supermarché. J'ai pris ce qu'il me restait de mes économies et l'argent que j'avais protégé pendant le divorce et j'ai monté une boîte dans un vieil immeuble au-dessus d'un kebab rue Oberkampf. L'odeur de viande grillée montait par les grilles et rendait l'endroit presque chaleureux. Juste moi et 2 potes au départ. Des amis de longue date. Des mecs fiables. L'un d'eux m'avait même aidé à construire la balançoire à l'époque. On a commencé léger. Des bureaux d'occasion, des chaises dépareillées. On a tiré les câbles nous-mêmes. Certains jours, il fallait choisir entre une meilleure connexion ou garder les lumières tard. Mais on a tenu. Et petit à petit, ça a commencé à marcher. Les clients sont arrivés d'abord locaux, puis régionaux. On n'était pas tapa accent Graveleuil, mais on était bon. Honnête. Les gens aimaient ça. Dans un monde de poudre aux yeux, on était cash. En 2 ans, on était devenu le nom qu'on citait quand on voulait que ça soit bien fait. On a déménagé dans un bureau vitré près de Bastille avec vue sur la Seine. Des vrais bureaux. On a embauché une dizaine de personnes. Je me suis même offert une Porsche pas pour frimer, mais parce que je pouvais. Elle restait dans le parking, brillante, comme un rappel de la route parcourue. Je ne courais plus après rien. J'avais la paix.
Et je l'avais construite moi-même. Un après-midi, je triais des CV avec mon responsable RH. On cherchait un nouveau directeur du développement, quelqu'un de pointu pour gérer le backlog qui explosait. Je feuilletais les dossiers comme un jeu de cartes quand un nom m'a arrêté net. Son nom. Écrit noir sur blanc. Prénom non. Bien tapé. Pas de lettre de motivation. Pas d'explication. Juste un CV d'une page, comme n'importe quel mardi. Je l'ai fixé longtemps. Puis je me suis reculé et j'ai dit, fais-la venir. Une semaine plus tard, j'étais derrière mon bureau, un café noir dans un gros mug ébréché. Le soleil entrait par les grandes fenêtres. L'accueil a sonné, elle était là. La porte s'est ouverte. Elle était là. Même démarche assurée. Talons qui claquent juste comme il faut. Veste cintrée qui essayait de dire qu'elle n'avait pas perdu une marche. Mais quand elle m'a vu assis là, penché en arrière, les bras sur les accoudoirs comme si j'avais toujours été à ma place où elle s'est figée. Son visage est devenu blanc, puis rouge. J'ai vu sa mâchoire s'entr'ouvrir, ses yeux chercher dans les miens un indice sur ce qui allait se passer. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer entre nous comme une troisième personne. Finalement, j'ai parlé, calme et posé. Eh bien, quelle surprise. Elle a essayé de sourire. Je ne savais pas. Je veux dire, j'avais aucune idée que c'était ta boîte. J'ai hoché la tête. La plupart des gens ne savent pas. Elle est restée là, mal à l'aise, dossier en main, ne sachant pas si elle devait s'asseoir ou faire demi-tour. Je l'ai laissé mariner une seconde de plus, puis je me suis penché en avant et j'ai dit. Le truc marrant, c'est que tu m'as vraiment appris beaucoup de choses. Elle a battu des cils. Vraiment? Ouais, j'ai dit. Tu m'as appris le prix de la trahison. Son regard est tombé par terre. Sa voix, quand elle est revenue, était douce. Je suis désolé. Pour tout. J'ai fait des erreurs. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça, c'est sûr. Elle a fait un pas en avant. Peut-être qu'on pourrait repartir de zéro. Réessayer, je veux dire. J'ai souri au pas cruel, pas arrogant. Juste calme. Net. Comme quelqu'un qui a déjà guéri. Non, j'ai dit. J'ai besoin de gens sur qui je peux compter. Puis je me suis levé, j'ai traversé la pièce, et j'ai ouvert la porte. Elle a hésité. On aurait dit qu'elle voulait ajouter quelque chose. Expliquer peut-être. Supplier peut-être. Gagner juste un peu de temps. Mais elle n'a rien dit. Elle est sortie. Et j'ai fermé la porte. Sur elle. Sur le passé. Sur l'homme que j'étais avant, celui qui se pliait en quatre pour quelqu'un qui ne se retournait jamais. Je me suis rassis, je me suis servi un autre café, et je me suis remis au travail. Partagez votre avis dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un changer complètement après une promotion ou un succès soudain? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».